Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde de rentrée qui a pour thème la supply chain de l'agroalimentaire du champ à l'assiette. Et comme d'habitude, donc, pour parler de ce sujet, des mercredis de la supply chain, j'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table ronde, alors elle n'est pas très ronde aujourd'hui, mais en tous les cas, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau les meilleurs experts du sujet, à qui j'avais demandé d'ailleurs de bien vouloir se présenter, en commençant par mon voisin de gauche. Bonjour à tous et merci Jean-Philippe de m'accueillir à l'occasion de cette table presque ronde. Je m'appelle Thierry Lechêne, je représente le groupe FIV, qui est un groupe d'ingénierie industrielle qui pèse à peu près 2 milliards d'euros, qui est réparti sur 25 pays dans le monde et qui a 3 segments d'activité. Le segment des industries de la transformation des matières premières comme les métaux, l'acier, l'aluminium, le ciment, le verre, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Un deuxième segment qui est le machining sur des machines très spéciales, qui n'est pas non plus le sujet d'aujourd'hui. Et un troisième segment qui est l'intralogistique, et dans lequel on a une filiale basée à Lorient qui est spécialisée dans les industries alimentaires et les process pour la distribution alimentaire. Merci Thierry. Vanessa, que nous accueillons pour la première fois aujourd'hui sur le plateau. Tout à fait. Bonjour, Vanessa Breton. Moi, je représente le cabinet Sitwell. Donc, Sitwell, c'est un cabinet de conseil qui est composé de multispécialistes qui intervient sur les opérations industrielles, les opérations logistiques, les opérations commerciales et dans à peu près tous les secteurs. Dès lors qu'on fabrique quelque chose et qu'on le commercialise, on pourrait résumer ça ainsi. Et on est basé en France à Lille, Nantes, Paris, Lyon et Boston depuis peu. Donc, on commence à se développer pas mal. Merci pour l'invitation. Merci Vanessa. Fabrice. Bonjour, Fabrice Chausseret, je représente Cedapta. Cedapta, on est un éditeur européen de supply chain. On est réparti entre la France, l'Allemagne et l'Italie. Aujourd'hui, c'est 500 salariés, c'est à peu près 50 millions d'euros. Et notre cœur de métier, c'est de piloter la supply chain de la prévision des ventes, en passant par la planification, l'optimisation des transports, l'ordonnancement et le MES. Donc on a à peu près 1500 clients. Notre cœur de cible, ce sont plutôt les ETI, les sociétés qui réalisent plus de 50 millions d'euros. Et bien entendu, on est présent dans l'agroalimentaire depuis de nombreuses années. Au départ, dans les années 80, le MES et depuis une dizaine d'années sur la partie supply chain. Merci Fabrice. Thomas Moreau. Bonjour à tous, ravi d'être là, merci pour l'invitation. Et donc moi je représente le cabinet EY Adameo. Donc EY, cabinet bien connu de conseil et d'audit qui a un chiffre d'affaires de 45 milliards au niveau monde. Et pourquoi EY Adameo? Parce que donc j'étais un des associés du cabinet Adameo, donc qui était franco-français, et que nous avons cédé à EY en mars. Et donc dans nos activités, au sein d'EY, il y a une équipe supply chain opération qui représente un peu moins de 200 consultants qui intervient sur toutes les problématiques supply, très amont, enfin des achats jusqu'à la distribution, en passant par les problématiques industrielles. Et nous aidons nos clients tant dans les phases de réflexion, d'analyse, d'audit que dans les mises en œuvre, avec, et c'est ce que je traite un certain nombre de dossiers de ce type-là, avec des clients de tout secteur d'activité, mais notamment dans le secteur agro-agri au sens large, c'est-à-dire qu'on est à la fois sur des entreprises qui font des semences phyto, de l'industrie agroalimentaire, des machinistes agricoles, donc avec une vision assez large, et des coopératives, une vision assez large du secteur agro-agri. Merci. Yann. Yann Arianez, merci pour l'invitation, Philippe. Je représente la société Dematic, qui est une société d'ampleur mondiale, puisque ça fait à peu près 4 milliards d'euros et présent sur la plupart des plaques continentales, à l'exception de l'Antarctique, à nouveau parce que les Palouins ne font pas encore de logistique. On fait partie du groupe Kion, qui regroupe des marques comme Fenwick et Stihl, et l'idée, si vous préférez, c'est de proposer l'intégralité des équipements qui peuvent se trouver à l'intérieur d'une unité logistique, que ce soit une unité logistique en production ou une unité logistique de distribution. Et donc on est à peu près présent sur l'intégralité des secteurs de marché historiquement, puisque Dematic est une société qui a maintenant 2 siècles. D'ailleurs, le début du métier de Dematic, il y a 2 siècles de cela, c'était sur l'embouteillage, donc, puisque c'est des convoyeurs en bois à l'époque, donc pour remplir des bouteilles. Donc on est présent sur le marché français depuis plus de 50 ans, essentiellement sur les clients industriels et
historiquement sur des grands faiseurs de l'agroalimentaire, généralement sur du stockage de matières premières, quelques activités de stockage en termes de bufferisation au milieu des phases de transformation, et évidemment tout ce qui est stockage de distribution derrière de ces produits, globalement de l'usine jusqu'au client final. Merci Yann. Johan. Bonjour Jean-Philippe, merci pour l'invitation, puis bonjour à tous. Donc, je suis Johan Gallard, je représente la société VIF. Nous, on est éditeur et intégrateur de solutions web pour les PME, ETI, beaucoup, et puis aussi pour les grands comptes, dans l'industrie agroalimentaire et les industries de process, qui sont connexes à l'agroalimentaire. Nous, on est dans l'agro depuis 40 ans, donc ça fait 40 ans qu'on fait de l'industrie agroalimentaire et qu'on est spécialiste du sujet. On a 706 clients installés. Notre proposition de valeur, nous, c'est de couvrir tous les processus de nos clients industriels, en partant de l'anticipation jusqu'à la gestion et l'exécution pour finir. Donc on a des logiciels spécialisés sur l'anticipation avec des offres de prévision des ventes, de prévision des promotions, SNOP, PDP, DRP, pilotage des appros, ordonnancement. On est performant aussi sur la partie gestion. On apporte à nos clients un ERP métier agroalimentaire qui traite de toutes les obligations légales, sanitaires et autres liées à l'agroalimentaire. On en reparlera, je pense. Et puis, on a en complément de cet ERP une offre importante autour de l'exécution sur la performance des ateliers. Ça, c'est notre métier aussi depuis le début. Donc on est capable de se connecter à des matériels, de faire de la connexion informatique industrielle, d'équiper les process vraiment en gestion d'atelier, de la réception, passant par la fabrication, la préparation de commandes et l'expédition. Voilà. Merci pour ces présentations. Le débat va donc durer 1 heure, puisqu'on est un petit peu nombreux aujourd'hui autour de sur le plateau. Donc 1 heure. Au terme de ce débat, vous pourrez bien entendu poser vos questions. Vous pouvez d'ailleurs les poser dès maintenant via le chat. Et nos intervenants donc, répondront aux questions à l'issue des échanges. Pour commencer, je vais me tourner vers une consultante, donc Vanessa. Vanessa, vous avez fait donc une grande partie de votre carrière dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, dans la distribution, maintenant dans le conseil. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de ce secteur industriel ? Je pourrais en parler des heures, mais on va faire court. Oui. Juste déjà 3 chiffres, parce qu'en fait, c'est un secteur que les gens connaissent sans forcément le connaître. En fait, c'est 16 000 entreprises, un peu plus de 16 000 entreprises, si on compte la partie commerce, ce qui est colossal. Ça veut dire qu'on a l'impression que ce n'est que quelques grands groupes. Or, pas du tout. Oui. C'est 98% de PME, vous l'avez dit. Et donc, en fait, c'est un secteur qui est très éclaté. Et ça, c'est une réalité dans laquelle il faut avoir conscience. C'est-à-dire que quand on accompagne ces entreprises, on a affaire à des acteurs potentiellement assez petits, qui ont des contraintes économiques très très fortes. Le deuxième chiffre important, c'est que c'est un des premiers secteurs quand même français. C'est le 2e chiffre d'affaires européen, donc l'agroalimentaire pèse très fort en France, et c'est un secteur auquel je crois que les Français sont assez attachés, voire très attachés, et donc les enjeux sont très forts par rapport à ça. Un petit peu plus paritaire que cette table ronde, si je peux me permettre, puisqu'il y a quand même 48% de femmes dans l'agroalimentaire. C'est bien de le rappeler. Je le rappelle, mais... Voilà pour les 3 chiffres dont je voulais parler. Après, sur le secteur, en fait, il y a un sujet qu'on oublie aussi assez souvent, c'est que sa raison d'être première, c'est avant tout de nourrir les populations. Et en fait, c'est la responsabilité première du secteur. Et donc, ça veut dire nourrir bien. Et quand on dit nourrir bien, ça veut dire que les produits doivent être sains, mais il faut savoir le prouver. Et je pense qu'effectivement, on y reviendra. Ça veut dire aussi répondre à la demande. Ça paraît évident en France, on a abondance de calories, mais ce n'est pas vrai partout. Et puis le 3e sujet, c'est pas nourrir trop. Et là, c'est un des gros enjeux aussi de cette filière, c'est de se dire demain, comment on arrête de gaspiller à tout point de vue, à la fois les ressources qu'on exploite pour produire, les emballages, mais aussi tout au long de la chaîne, comment on fait pour moins jeter. Donc voilà pour moi ce que je dirais du secteur, qui a une responsabilité colossale aujourd'hui vis-à-vis de l'ensemble des citoyens. Et c'est une de nos principales industries, et en plus avec une caractéristique, c'est qu'elle n'est pas délocalisable. C'est-à-dire qu'il faut des usines qui soient faites proches des bassins de consommation. Doivent être proches des bassins de consommation, des bassins de production. Un des enjeux aussi, c'est la souveraineté alimentaire. N'oublions pas que ça fait aussi partie des points clés que l'on souhaite conserver en France. Et puis le dernier point que je dirais aussi sur le secteur, c'est qu'on ne peut pas parler du secteur sans parler de ses clients. Et le secteur est indissociable de la distribution, mais aussi de la restauration, de l'export aujourd'hui, puisqu'on œuvre aussi beaucoup, on exporte beaucoup. Et donc c'est un secteur, quand vous parlez du champ à l'assiette, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est indissociable des agriculteurs, des éleveurs, mais aussi des clients.
et avant de parler des consommateurs, des clients intermédiaires ouais. qui font aussi vivre le secteur. Très bien. Merci Vanessa. Thomas, quels sont les grands enjeux de ce secteur? Quels sont vraiment les défis auxquels les industriels et les distributeurs sont confrontés? Je rebondirai un petit peu sur certains éléments évoqués par Vanessa, et notamment la notion de mondialisation. C'est-à-dire que certes, ce n'est pas délocalisable, mais on est quand même, au même titre que bien d'autres industries, confrontés à une mondialisation, alors qui peut être plus proche que du sourcing Asie, comme on peut penser assez couramment, mais on est quand même confronté à des provenances de matériaux, de denrées alimentaires qui peuvent venir d'Europe ou d'un peu plus loin, et sur lesquels la traçabilité, on l'évoquera, et avec comment est-ce que c'est contrôlé aux frontières de l'Union européenne et au sein de l'Union européenne, cette mondialisation a un impact fort sur l'ensemble du secteur. Un autre élément en termes de contraintes, avant de parler des enjeux, c'est les consommateurs. Les consommateurs évoluent, et évidemment sur la notion de calories, mais également avec le changement climatique, et j'y reviendrai, évoluent dans leurs attentes, dans leur consommation, dans l'information dont ils souhaitent bénéficier, dans la provenance des marchandises. Et toutes ces évolutions des consommateurs induisent ou contraignent aussi l'ensemble de la filière pour évoluer, se transformer et répondre à ces attentes. Donc il y a la mondialisation, les consommateurs. Il y a évidemment des contraintes fortes qui sont mises par les normes, la réglementation, la chaîne du froid. Donc il y a un ensemble d'éléments auxquels la filière doit se conforter, ou se suivre la réglementation. Et donc ça, c'est un élément important qu'il faut également prendre en compte en termes de contraintes. Dernière contrainte, avant de basculer sur les enjeux, je voulais évoquer également évidemment le changement climatique. C'est-à-dire que ce changement climatique va forcément, et on le voit sur le vin, on a travaillé pour pas mal de producteurs de vin, on voit qu'il y a une évolution sur les périodes de récolte, et donc en termes de cépage, et toute la filière doit prendre en compte ce changement climatique. Voilà. Qu'est-ce que ça implique en termes d'enjeux auxquels doit répondre la filière? Il y a évidemment la notion de traçabilité et de sécurité alimentaire qui doit être assurée. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être suivi de très près. Je fais le lien avec la digitalisation. On a quelques représentants qui sont ici. Et c'est une filière, parce que beaucoup d'acteurs de petite taille, comme l'évoquait Vanessa, qui n'est pas forcément digitalisée complètement, et pour, par exemple, assurer une traçabilité. Là, la digitalisation est un élément important. Et je pense notamment également à des solutions... j'anticipe un petit peu. Donc, la digitalisation, la planification est un enjeu important et qui nécessite une collaboration entre les différents acteurs. Voilà, dernier élément. En termes d'enjeux, c'est les moyens qui sont mis à disposition, pour être très pragmatique, des camions, des entrepôts, de la mécanisation. Ces moyens doivent évoluer par rapport aux différentes contraintes qu'on vient d'évoquer. Voilà. Pardon si j'étais un peu long, mais c'est les différents points qui me venaient en tête pour répondre à la question des contraintes et des enjeux. Justement, ça va nous permettre de zoomer sur l'ensemble de ces points qui constituent effectivement les principaux enjeux et défis que l'industrie alimentaire doit relever, avec cette spécificité que soulignait tout à l'heure Vanessa, d'un tissu industriel très hétéroclite, composé finalement de beaucoup de PME, mais aussi de quelques gros groupes industriels. Alors, on va commencer peut-être par un sujet qui effectivement concerne tout le secteur, c'est les prévisions. Parce que les prévisions, dans le domaine de l'agroalimentaire, c'est important et c'est compliqué, parce qu'elles sont soumises à tout un tas d'aléas, et en particulier des aléas climatiques. Alors, comment le secteur s'y prend finalement pour gérer les prévisions? Est-ce que toutes les entreprises industrielles de l'agroalimentaire sont aujourd'hui équipées, on a parlé de digitalisation, ou sont sur le point de le faire? Enfin, comment ça se passe exactement? Peut-être Johan. Si je peux me permettre, les acteurs agro sont pas en reste, ils sont dans les standards, j'allais dire, académiques d'une bonne gestion de prévision. Donc beaucoup s'outillent. C'est le cas de beaucoup de TI maintenant, et sur les PME, on voit une vraie vague d'outillage avec des outils statistiques classiques sur la partie fonds de rayon, ce genre de choses. La grosse composante sur la partie prévision dans l'agroalimentaire, c'est les promos. Voilà, la gestion des promos, c'est vraiment un élément incontournable. Nous, chez certains de nos clients, c'est des volumes x5, x10 par rapport à la baseline produit habituelle.
Donc c'est vraiment très important d'intégrer cette composante-là dans le process prévision pour tous nos clients, avec tout ce qui tourne autour, la gestion des promos, le workflow promo, le dialogue avec la GMS, on en a parlé, qui est un acteur clé, le bilan, la renta des promos. Il y a aussi, on voit une évolution, vous parlez de l'enjeu, du contexte. Il y a de plus en plus d'aléas et de plus en plus d'incertitudes sur la prévision, on entend ça beaucoup. Ce que nous demandent nos clients de plus en plus aussi, c'est d'aller vers plus de collaboration et que les outils supportent ça, vraiment, dans un monde un peu incertain. Oui, certes, vous me donnez une baseline statistique, vous gérez les promos. Maintenant, au-delà de ça, moi, j'ai besoin vraiment de faire collaborer mes équipes entre elles et vraiment d'avoir une forte collaboration. Aussi, et l'autre aspect qui en tendance, si je puis dire, sur ces outils-là, c'est la scénarisation. Voilà. Comme il y a de plus en plus d'incertitudes, ce qui est très important dans les processus, notamment SNOP chez nos clients, c'est de supporter le what if, comme on dit, c'est-à-dire de faire des analyses de sensibilité pour essayer de benchmarker plusieurs scénarios et puis les évaluer dans un contexte qui est quand même très incertain. Ouais. Quelle est la maturité du marché, justement, dans cette industrie composée de beaucoup de PME? Est-ce que les gens sont encore sur Excel ou alors ils passent justement sur des solutions plus... Ça dépend des processus. Le processus prévision est quand même celui qui est le plus en premier informatisé chez nos clients parce que c'est la tête de pont qui irrigue, j'allais dire, tous les autres outils. Un SNOP sans prévision de départ, c'est quand même compliqué, ou une planif sans prévision de départ, c'est compliqué. Donc... même sur nos clients PME peu matures, on conseille en général, ou on cède de conseils pour les orienter vers ça, parce qu'on pense que c'est une bonne pratique et de commencer par la matière de base, on va dire, qui est la prévision. Donc sur la prévision, il y a une couverture un peu plus importante que sur les processus. Sur la planif, il y a planif opérationnel, donc tous les processus type PDP, DRP. On a encore beaucoup d'Excel quand même dans les PME. L'Excel... les outils maison, la dent dure, on va dire, et fonctionnent quelquefois bien. Voilà, ils peuvent être en difficulté quand le papa de l'outil s'en va ou la macro tombe. Mais donc c'est des processus qui se couvrent un peu plus. Et puis le SNOP, on voit de plus en plus chez nos clients des responsables SNOP arriver sur des PME qui ont bossé sur des grands groupes avant, qui apportent cette maturité-là. Et qui commence à s'outiller sur ces process-là. Mais c'est vrai qu'hiérarchiquement, si vous voulez, en termes de prévalence, les processus de prévision sont les plus couverts. Après, les processus de planification, les processus, on va dire, d'anticipation moyen-long terme tactique, encore plus avec une réconciliation business, sont un peu moins prégnants aujourd'hui, un peu moins supportés informatiquement, mais il y a une vraie vague. Fabrice, chez Sedapta, vous ressentez la même évolution? Oui, de toute façon, quand vous êtes dans l'agro, si vous n'avez pas d'outils de prévision et de gestion des promotions, c'est très compliqué. Donc nous, on est sur une cible de grosses PME ou de TI. Là, forcément, de la prévision, il y en a quasiment chez tous nos clients. Ce qu'on voit depuis quelques années, c'est une évolution naturelle vers la planification et l'ordonnancement, parce que souvent c'est très associé, il ne faut pas les confondre. Parce que vous étiez historiquement déjà plus sur leur dos... Historiquement, on était sur l'exécution, il y a de ça 25 ans, et on est sur la partie haute, on va dire, depuis une quinzaine d'années. Après, nous on adresse principalement des ETI, et la prévision, c'est la base, c'est forcément la base. Et le modèle statistique pour gérer des imprévus est fondamental parce qu'en fait, l'industrie déjà s'est complexifiée. Et puis aujourd'hui, en agroalimentaire, vous avez toujours affaire à de la promotion. Et l'intérêt des outils, c'est de pouvoir faire des essais, d'interagir, de recommencer, et de pouvoir vous ajuster. Par exemple, nous, on vient d'équiper récemment le groupe au jeu, l'autre Planquette, Kézac, toutes ces eaux. En fait, ils sont très dépendants de la météo et des promotions des grands acteurs de la distribution. Et le SNOP, vous constatez également que les PME se mettent en place le SNOP? Oui, on voit bien qu'il y a un besoin et c'est naturel. Après, généralement, sur les prévisions, on a déjà tout digitalisé, les processus, avec des systèmes de workflow. Et puis, après, naturellement, pour un industriel,
planifier, gérer l'inventory et l'ordonnancement, ça va de soi. D'accord. Il y a un point que j'aimerais rajouter, Philippe, sur la prévision dans l'agroalimentaire, c'est le sujet du jour. Il y a un autre point incontournable, c'est la prévision à la journée, qui pour le coup n'est pas très académique, c'est pas celle qu'on voit dans les bouquins. Maintenant, c'est une vraie réalité de nos industriels frais, ultra frais. Le frais, ultra frais, on va le réévoquer, je pense, c'est 50% de la clientèle agroalimentaire. C'est des contraintes de bouclage supply très très fines, avec des cycles journaliers pour la partie opérationnelle. C'est prévision revue tous les jours, planification revue tous les jours. Et ça fait partie des éléments structurels, on va dire, de la prévision en mandatory, on va dire, pour des industriels agroalimentaires. Voilà. C'est le petit point que je voulais rajouter sur... Est-ce que ça veut dire que les outils aujourd'hui intègrent des données exogènes, comme la météo par exemple? Oui, alors par ailleurs, c'est un peu indépendant de la partie journalière, mais ce sujet-là, nous on l'a mis en œuvre chez un de nos clients qui fait des brochettes, donc une ultra saisonnalité sur du produit très frais en saison, avec une filiale de Météo France. Eux, ils étaient arrivés à un stade de prévision, on va dire, avec les outils traditionnels et statistiques, la promotion, etc. Une certaine performance de prévision. Ils voulaient aller encore plus loin en intégrant les coefficients météo, notamment sur la partie historique pour bien dépolluer leurs historiques. Grâce à des vrais coefficients météo, et puis sur un horizon assez court terme, parce qu'il faut bien admettre que les coefficients météo, leur fiabilité est bonne à quelques jours, mais au-delà de quelques semaines, c'est sans objet. Voilà. Après, il y a des données climatiques, je veux dire, avec des variations de saisonnalité. Tout le sujet sur la météo, c'est les normales de saison. Donc là, on pourrait en faire une disserte aujourd'hui, on va peut-être pas y passer toute la séance, mais quand on intègre des coefficients météo comme ça, en sous-jacent, il y a ces notions normales météo aussi, qui rentrent en ligne de compte dans l'élaboration des coefficients météo. En fait. Oui. Je vais juste rajouter quelque chose, Jean-Philippe, Oui, Vanessa, si vous me permettez, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises agro, elles se sont professionnalisées sur le sujet, c'est indéniable. Elles s'outillent, elles ont des processus, etc. Mais moi, je constate que la fonction est encore souvent un peu isolée. Et en fait, le point un peu clé, c'est aussi de se dire, à un moment donné, il y a un chiffre, aussi précis soit-il, et je pense que tout le monde œuvre dans son sens, il faut l'assumer. Et il faut se dire, entre commerce et fonction supply, c'est bon, on arrête ce chiffre et on l'assume collectivement et on passe à l'exécution et on se donne les moyens de rentrer dans un processus qui va venir servir les quantités qu'on a prévues. Et je crois que c'est aussi cette espèce de curseur qu'il faut arriver à trouver, parce qu'à un moment donné, on va arriver à un moment donné aux limites de ce que vous pourrez faire en termes d'outils, parce que ça devient extrêmement complexe. Et il faut, je crois, savoir s'arrêter, parce qu'ils sont assez fans des outils, les statisticiens dans les agro, et voilà, il ne faut pas que ça devienne des géos trouvent tout. Il faut trouver ce juste sur ce que vous dites, nous, équilibre. Il y a la question du ROI de la prévision, notamment sur des PME, c'est-à-dire quel temps j'y passe, indépendamment d'outils, j'allais dire, à concevoir cette prévision par rapport au temps disponible que j'ai. Donc ça, c'est un vrai sujet. Nous, on s'appuie beaucoup sur des cabinets de conseil pour ça, parce que pour une PME, c'est un vrai enjeu. Il est fréquent de voir des prévisions. Dans les PME, il n'y a pas toujours des prévisionnistes à temps plein, bien au contraire. C'est plutôt la moyenne basse que la dominante. Donc, cette question du ROI, elle est importante. Je voulais rebondir là, sur ce que vous disiez tous les deux. Il y a un peu un biais de l'éditeur et de la société qui propose des solutions. C'est-à-dire qu'il y a tout un panel de sociétés qui sont en marge, qui n'ont pas forcément ce niveau de maturité ou l'usage de ces outils-là. Donc, le panorama, et je voulais également qu'on ait bien en tête le fait qu'il y a dans la supply chain agroalimentaire, il y a ceux qui produisent, donc coopératives, éleveurs, etc. Et il y a ceux qui transforment. Et il y a ceux qui distribuent. Et les niveaux de marge de chacun de ces maillons ne sont pas les mêmes. Les niveaux de maturité supply ne sont pas les mêmes. Le niveau d'équipement et de digitalisation n'est pas le même. Oui. Donc c'est évident, mais c'est important aussi à avoir en tête pour quand même se dire sur les gisements, sur les enjeux, sur là où il y a du progrès à faire. Et donc sur la partie planif, prév, digitalisation, il y a certaines sociétés qui sont très avancées et assez matures, qui utilisent bien ces outils à bon escient, d'autres qui sont sur de l'Excel où on patine un petit peu encore sur est-ce que j'ai un processus. Et donc certaines doivent s'équiper, se structurer, d'autres sont plutôt à se dire c'est bien, j'ai déjà suffisamment de matières premières, il faut que je gère le temps que j'y passe, l'énergie que j'y mets et les budgets que j'y mets versus le ROI. Donc
on a un panorama qui est assez divers quand même et assez hétérogène. C'est de l'immobilisation, il ne faut pas oublier tout ça. C'est-à-dire que la planification, de toute façon, toutes les chaînes logistiques, notamment c'est les distributeurs qui prennent ça en charge, théoriquement tirent le flux. Ils vendent, ils ont de la data et ils tirent le flux. Et donc logiquement, si leur supply chain est organisée correctement, en tout cas ils essaient le maximum possible de le faire, c'est d'avoir des buffers sur les fonctions intermédiaires qui leur permettent éventuellement de supporter un à-coup pendant une certaine journée et de permettre ensuite de réapprovisionner. Et donc c'est ce positionnement de la chaîne complète entre ma plateforme régionale, éventuellement mon point de distribution local et le stock de mon point de vente qui me permet d'absorber éventuellement ce choc atmosphérique. De toute façon, il ne faut pas rêver. Je vais prendre le cas de Coca-Cola. Enfin, je donne un exemple. Voilà. L'entreprise Tartampion, on va dire ça comme ça. 35 000 palettes en hiver de stock, 70 000 l'été. Voilà. Et il l'a planifié. Ça fait partie de son business de le planifier, ce genre de choses. Donc pour cela, il a des plateformes qui sont régionalisées, il a des plateformes sorties usines qui sont planifiées et qui permettent d'absorber cette accélération. Et donc, quels que soient les niveaux de planification qu'on va avoir, c'est l'exécution physique qui permet d'encaisser. Parce que la planification, à un moment donné, oui, très bien, on sait la problématique, elle va arriver, on ne sait pas exactement quand, et donc c'est cette absorption de l'écart type et du phénomène statistique d'inconnu, entre guillemets, qui doit être géré justement par le physique et les stocks d'immobilisation qui ont été mis en intermédiaire. Alors justement, concernant le physique, on va parler aussi d'automatisation, parce que le secteur s'est automatisé progressivement. D'abord les sites de production et puis maintenant les sites de distribution. Thierry Lechesne, FIV, et plus particulièrement Sileps, historiquement, vous êtes très très présent dans le secteur. Comment vous avez vous vécu cette évolution de l'automatisation ? Quelles sont les grandes étapes, je dirais, et où en est-on aujourd'hui ? Alors, la prévision, effectivement, est aujourd'hui un outil de pilotage de l'activité du champ à l'assiette, puisque si on parle des produits frais, ultra frais, on va parler effectivement des viandes. Nécessite une planification de mise en place, notamment pour la filière volaille ou la filière porc. Sur le bœuf, on est sur un cycle plus long. Et la conséquence que peut avoir cette planification, c'est qu'elle vient se télescoper avec l'exigence que peut avoir le marché d'être au plus près d'un taux de service qui avoisine les 99,7 ou 0,8%, où l'industriel doit servir la distribution à un niveau de service très élevé. Pour ça, on a toute une chaîne en amont. Alors il y a l'élevage, qui lui, une fois qu'il est mis en place, il est planifié, il pousse. La variation des besoins entre la notion de saisonnalité, ça on sait l'anticiper, mais la météo, le comportement du consommateur va influer justement sur la demande. Et l'industriel doit réguler sur le besoin de son marché, la distribution, on peut parler de la grande distribution, avec des délais de préparation qui sont de plus en plus courts. Oui. Si avant les années 2000, on était sur des commandes où à peu près 80% des commandes arrivaient la veille et 20% le matin, aujourd'hui c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de commandes la veille, l'essentiel tombe le matin. Et comme le délai de préparation de commande, il est plus court que le processus de réalisation des produits, entre des produits découpés, conditionnés, marketés, étiquetés à la commande du magasin, puisque toute la partie, on va dire, labellisation et DLC est faite sur la partie industrielle. On a de moins en moins de volume fait sur les labos des magasins. On a ramené toute la contrainte sur la partie industrielle. Donc on a dû changer les processus pour faire de ce qu'on appelle de la personnalisation retardée. Oui. On produit par avance sur un prévisionnel. Alors en fonction de la fiabilité du prévisionnel, si la météo est fiable ou pas, on va engager une partie de ce prévisionnel en termes de fabrication. On va conditionner sur des conditionnements neutres. On va stocker, et c'est là que la notion de mettre en place des stocks sur les matières premières, mais surtout sur les produits semi-finis, prêts à être déclenchés lorsque les commandes vont tomber, pour être en réactivité forte sur
la personnalisation du produit et l'affectation à la commande. D'accord. On arrive à avoir des systèmes aujourd'hui qui sont très réactifs en flux tiré, mais avec il faut avoir une puissance de frappe instantanée très forte. D'accord. Quand on parle de différenciation, c'est quoi? Par exemple, c'est l'emballage? C'est-à-dire que si vous prenez des produits LS de viande, vous avez des produits tranchés. Donc tout ce qui est Vous libre-service, c'est ça? vous avez une barquette avec du produit dedans, il est filmé, mais il est restocké en neutre, D'accord. de manière à ce que quand les commandes vont tomber, on va aller chercher ce produit et on va lui mettre le label de la marque que l'on veut dessus et D'accord. l'étiquette magasin avec la DLC, la traçabilité, tout ce qui va avec. Et ces opérations de personnalisation, on sait les faire dans des temps très courts, parce qu'on n'a pas à découper le produit et à le conditionner. Oui. Donc c'est ce qu'on appelle la personnalisation différée. Ça a été une nécessité qu'on a développée sur les 20 dernières années pour avoir la réactivité. Par contre, comme les temps de préparation sont très courts, il faut avoir une puissance de frappe importante. Et c'est là que l'automatisation permet d'avoir une puissance de frappe plus importante, parce que le personnel, vous ne l'avez pas forcément, vous allez très peu l'utiliser. Si vous l'utilisez pendant quelques heures, qu'est-ce que vous en faites le reste du temps? Et donc, on garde une partie de personnel, mais on essaie d'automatiser au maximum les opérations de stockage, de transfert, d'automatisation, d'interface avec la partie informatique pour piloter en temps réel les chaînes d'étiquetage, la mise en carton, la palettisation des produits pour l'expédition vers les plateformes logistiques ou les magasins dans lesquels on va intégrer tout le cahier des charges logistiques avec des ordres de rangement spécifiques en classant les produits, de manière à ce que le démontage de la palette, soit sur les plateformes, soit dans les rayons des magasins, soit prédéterminé. Donc ça, On est vraiment en flux tiré. Ça suppose vraiment un équipement très, très sophistiqué qui permet d'aller chercher des références hétérogènes. Ouais, on va jusqu'à la préparation des palettes d'expédition avec des formats de contenants hétérogènes qui s'adaptent aux besoins des clients. Et là, on a intégré des algorithmes complexes pour calculer, justement, prédéterminer la composition de la palette avec l'ordre de rangement et la position précise des produits dessus. Je crois qu'on est arrivé à ce qu'on peut faire de plus compliqué aujourd'hui en termes d'intralogistique. Et tout s'automatise aujourd'hui. On va vraiment vers l'automatisation intégrale. Yann, c'est le même constat? Oui, la réponse est oui, complètement. C'est-à-dire que la différenciation retardée, elle va même très très loin. Enfin, au départ, le produit peut même sur on va calculer quel était le coefficient de matière grasse dans les viandes, ce genre de choses. Donc, pour retrouver, parce que quand vous êtes consommateur, vous voulez avoir un steak 5%, 10%, 15%, et ainsi de suite. Et donc, les outils logistiques qui sont mis et l'automatisation permet justement de travailler la viande dès le départ et de pouvoir créer ces spécifications. Au-delà de ça, même au niveau de ce qui se passe en usine, sur la partie distribution, le marché a complètement changé. Actuellement, il y a une multiplication du nombre de références, puisqu'il y a le bio qui est apparu, il y a globalement les grandes marques sont tous en train de se diversifier. Donc autrefois, c'était plutôt le distributeur qui assumait, entre guillemets, cette partie logistique de l'éclatement de la marchandise. Il recevait des palettes complètes, il éclatait, puis il a envie de pousser ça sur ses magasins. Maintenant, comme il y a une telle multiplication des références, même les grands distributeurs subissent un poids qui est de plus en plus important et leur configuration de leur supply chain ne sont pas forcément faites ou effectuées pour faire ce genre de choses. Donc de plus en plus, ils repoussent vers l'industriel cette partie-là entre guillemets, de préparation de commandes, d'activité logistique à valeur ajoutée de la logistique. Et je prends des grands noms de jambon, ce genre de choses, si vous préférez, qui autrefois poussaient des palettes entières chez les plateformes régionales de grands distributeurs comme les Leclerc, Intermarché, ce genre de choses. Maintenant, on commence à dire il faut que je fasse de la préparation détail. Donc il est en train de se poser des questions qu'il n'avait pas. Et comme il n'a pas forcément les outils pour le faire, il se retrouve avec des contraintes d'efficacité, d'occupation des mètres carrés, de productivité qu'il n'avait pas avant, et il commence à s'équiper lui-même de façon industrielle et d'aller vers une capillarisation en fait, compte de sa avec logistique. des solutions automatiques automatisées qui n'existaient pas avant. Enfin, je pense que là, alors il y a deux phénomènes, c'est-à-dire que pour répondre, il y a l'industriel. L'industriel a un outil de production. Lui, il a toujours eu dans son ADN une automatisation. Il fabrique, et donc forcément, il y a une efficience de sa production. Donc,
Donc dans sa façon de traiter les choses, le fait d'automatiser était quelque chose qui était relativement naturel. Maintenant, après, l'étape d'après, qui était la partie stockage des produits finis, généralement était peu évoluée. Là, actuellement, comme il y a une pression des grands distributeurs et d'augmentation du nombre de références, et que ces mètres carrés ne sont pas forcément disponible pour pouvoir traiter plus de références, il est en train de changer un petit peu son optique. Donc il est en train de diminuer ses stocks, il augmente le nombre de référentiels qu'il est capable de traiter, il va faire autrefois il faisait que de la préparation de palette, maintenant il va faire de la préparation de la couche, voire de l'unité, et donc forcément il va automatiser. Donc il se retrouve vers des outils qui étaient autrefois plus tournés vers la distribution. Ouais. Qui étaient des outils avant l'industriel, pour parler de stockage, parce qu'on évoque ce point-là, avant on parlait du transstocker. Très bien, tout le monde avait un stocker. Donc il avait un robot éventuellement de palettisation, parce que c'est ce qu'il faisait en bout de chaîne de production pour créer des palettes. Bon. Maintenant, il va vers un outil intermédiaire qui vont plutôt traiter du colis, voire même des stations de préparation de commandes à l'unité pour pouvoir traiter ça. Donc, par contre, c'est un élément moteur, c'est-à-dire que, comme l'évoquait Thierry, c'est que comme on va vers quelque chose où il a beaucoup moins de temps pour traiter les choses, il va aller vers une efficacité maximum. Donc il va avoir tendance à se robotiser le plus possible, parce qu'il a une contrainte qui est de plus en plus importante par rapport à ça, et d'efficacité et de rentabilité. Donc, c'est pour nous, en tout cas, dans l'automatisation, c'est un des marchés porteurs. C'est-à-dire que l'agroalimentaire va vers une robotisation assez importante de ces activités-là, pour simple bonne raison que quand vous aviez une usine qui avait été autrefois implantée ici dans les années 60, qui avait son précaré, il est à la limite de ce qu'il peut faire. Il ne peut pas forcément s'étendre à côté parce qu'il y a des habitations, ce genre de choses. Donc il essaie d'optimiser et maximiser cette partie-là. D'ailleurs, il n'est plus dans une réflexion de mètre carré, il est dans une réflexion de mètre cube. Donc, il dit comment je peux optimiser mon mètre cube. Ça va même encore plus loin que ce que vous dites. C'est-à-dire que là, on évoque la sortie de ligne, mais si on remonte d'un cran, parce qu'en fait, aujourd'hui, la personnalisation, ça va jusqu'aux recettes, et donc ça va jusqu'à la partie fabrication, et comment les outils arrivent en termes de planification aussi, à intégrer ce nombre de SKU aussi au niveau semi-fini. Et ça devient très compliqué. C'est-à-dire que les entreprises souvent nous sollicitent en disant « j'ai plus de place, comment je fais ?» Mais je n'arrive plus à planifier parce que mon nombre de références a explosé, j'ai moins de volume. Donc en fait, ils sont à la fois surcapacitaires et sous-capacitaires. Donc, voilà, votre réponse alors, La réponse, elle est souvent déjà pour moi de retravailler un peu collectivement sur ce qu'on a accepté en termes de cahier des charges. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que certes le marché tire, mais parfois sur des détails, on en arrive à faire des choses qui n'ont plus de sens. C'est-à-dire comment on arrive à se redire finalement ce produit-là est le même que celui-ci. Est-ce que ça a réellement du sens de faire 2 semi-finis? Est-ce que ça a réellement du sens de mettre en œuvre deux ordres de fabrication si on reprend ce que vous faites? Je pense qu'il faut revenir à des choses un peu plus de bon sens. Pour rentrer, certes, évidemment, il y a nécessité d'automatiser, de robotiser, je suis complètement convaincue, mais je crois qu'il faut revenir à des choses un petit peu plus cohérentes et un peu plus rationnelles et pragmatiques. Ouais. Parce qu'on est allé un peu trop loin dans cette personnalisation. Mais ça reste une réalité, et vous en reparlerez, je pense, après, dans l'évolution du marché. Si on rentre dans les nouveaux modes de consommation, le e-commerce, etc., on ajoute une couche de personnalisation supplémentaire qu'il faut traiter, parce que pour le coup, c'est le mode de distribution qui la change, l'emballage, etc., qui change. Donc voilà, donc il faut le traiter, mais arriver à trouver le juste équilibre, je crois. Thierry. Pour compléter le propos, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a en France, on a une offre alimentaire de haut de gamme. Si on la compare à l'offre européenne, on est au top niveau en termes de qualité, en termes de diversité, en termes de sécurité alimentaire, avec la notion de traçabilité qu'on intègre dedans. On va y revenir. La question qu'on peut se poser, compte tenu de l'inflation que l'on subit ces derniers temps, et avec des réactions de type screenflation, qu'ils appellent ça maintenant, on commence à réduire les produits, mais on garde les mêmes emballages, on voit qu'il y a un problème qui se pose. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à se payer ce modèle qui est très généreux, qui est très qualitatif, parce que créer des références, comme dit Vanessa, c'est pas anodin. C'est qu'à la fin, les commandes que passent les magasins aux industriels, on en arrive à ce qu'ils passent une commande, un colis par référence article. Là où est-ce que, il y a un certain nombre d'années, on était dans la palette et c'était beaucoup plus simple pour les industriels. Aujourd'hui, on va traiter de l'échantillonnage. Mais pour faire ça, et le faire avec de l'efficacité, avec de la productivité, avec des taux de service élevés, c'est une machinerie qui est extrêmement complexe entre l'industriel et le distributeur, en passant par les plateformes logistiques. Est-ce qu'on va pouvoir se le payer? C'est une vraie question, et
quand on regarde par rapport au panorama de l'offre en Europe, on est très loin devant les autres, notamment par rapport aux pays anglo-saxons, où l'offre est beaucoup plus réduite, c'est beaucoup plus simple à faire. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut continuer à se le payer ? Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec ce qui vient de se dire. Pas d'accord sur cette notion de prolifération, en fait. C'est-à-dire que c'est pas nouveau. Le marketing, ça fait 15 ans, 20 ans, et à mes débuts de consultant, j'ai fait des missions, notamment dans l'agroalimentaire, pour travailler sur la déprolifération. C'est-à-dire qu'on avait une quantité de recettes pas possible, alors ça c'est peut-être un petit peu accru, mais on avait déjà cette problématique de prolifération du nombre de références, du nombre de recettes. Alors le consommateur est de plus en plus exigeant, on va de B2B, 2C en B2C, donc il y a des évolutions, mais pour moi c'est moins, il y a moins de transformation. Sur la mécanisation, l'automatisation, le raccourcissement des délais, la pénurie de main-d'œuvre, là, il y a une transformation qui est pour moi plus importante. Et on a énormément de sollicitations sur je veux mettre en place de la distribution urbaine avec des modes doux à la fois, mais en plus des hubs urbains denses. Et on a également des problématiques de plateformes logistiques importantes avec des cellules entières qui sont mécanisées. J'ai le sentiment, et tout au moins avec les sollicitations que l'on a de nos clients, que ce soit en phase amont de réflexion ou sur la réalisation et la consultation, voilà, qu'on a davantage de transformation et de bouleversement sur les habitudes avec ces mécanisations, automatisation et on va de solutions très simples, juste de convoyeurs pour limiter les TMS au sens trouble musculo-squelettique à des cellules entières mécanisées. Donc il y a des diversités importantes. Là où la réflexion sur réfréner un petit peu les ardeurs du marketing et du consommateur et l'éduquer un petit peu, c'était quelque chose qui était déjà présent, sur lequel on a toujours des projets, mais il y a moins de transformations qui s'opèrent. Johan avait demandé la parole. Puis aujourd'hui, le consommateur a plus de pouvoir qu'il y a 10 ans. Il a des exigences de traçabilité, de provenance des produits. Et l'industriel doit s'y plier. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'on va revenir peut-être sur la sustainability, enfin, ou la notion durable. À un moment donné, il va bien falloir qu'on se restreigne. Donc, et qu'on intègre. Alors on y reviendra peut-être sur les moyens. Ça fait partie des sujets qu'on va aborder après. Je voudrais juste donner la parole à Johan qui l'a demandé tout à l'heure, et après on va reparler de la traçabilité qui est quand même un des sujets vraiment. Je voulais juste refaire un zoom très rapide sur la planification. On a parlé de prévision tout à l'heure, la planification dans l'agro. Alors j'abonde pleinement, madame, avec ce que vous disiez sur on va dire la discipline qu'il doit y avoir du côté des équipes marketing dans leur créativité sur les portefeuilles des produits, ce que vous disiez aussi. C'était aussi savoir raison garder sur l'impact de la recette. Le bon sens. Faut juste savoir le bon sens, on va dire, dans la conception des produits. Je suis complètement d'accord. Je suis aussi complètement d'accord avec ce qui a été dit. Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit aussi sur la complémentarité. On n'en a pas parlé. Anticipation, exécution. Ce que vous disiez, monsieur, sur les process de différenciation retardée, etc. Et effectivement, vous posiez une question sur la planification tout à l'heure. Nous, on vit quand même une complexification de la planification. Ces process-là de différenciation retardée, on est obligé de les prendre en compte parce que dans les outils de planif, différenciation retardée à la préparation de commandes, c'est celle que vous citiez tout à l'heure, mais aussi dans les process de conditionnement. On a aussi chez nos clients des process où je fabrique du semi-fini et c'est le conditionnement final. Je ne suis pas encore dans l'étape de préparation de commande qui est différenciée là aussi. Ces éléments-là, il y a bien d'autres contraintes dans l'agro qu'il faut prendre en compte aussi dans la planif pour avoir une planif, j'allais dire, réaliste. Les durées de vie des produits, les délais process sur les produits, la périssabilité, savoir projeter les stocks en quantité et en qualité classiquement, mais également en qualité, c'est-à-dire être capable de dire, tiens, dans 3 semaines, tu vas avoir, si on n'y fait pas attention, un produit qui est hors contrat date, qui ne va pas respecter tes contrats dates GMS. On a fréquemment dans l'agro des process multiniveaux, on n'a pas parlé des industriels, vous en aviez parlé un peu tout à l'heure des industriels sur les animaux vivants, sur la viande ou même le cracking du lait, qui est quand même une grande partie de l'industrie agroalimentaire, l'industrie laitière. Nous, on a un client qui fait des pois ou la chicorée. Ces process-là sont divergents, donc si vous ne prenez pas en compte ce désassemblage, on va dire, en complément de l'assemblage traditionnel, vous n'avez pas une planification réaliste. Donc il y a un certain nombre d'éléments comme ça à en prendre en ligne de compte, en contrainte métier vraiment native. Dans la droite ligne de ce que je disais tout à l'heure sur les prévisions jours, c'est la même chose. Jean-Philippe, si tu me donnes 30 secondes, juste pour compléter ce que dit Johan, sur le processus industriel, avec la répercussion que peut avoir la notion de planning, où est-ce que l'exemple de la volaille, les produits vont arriver sur l'abattoir, on va les abattre, et la question est de savoir est-ce qu'on va les découper ou pas, on n'a pas encore les commandes.
Et ça, c'est un vrai enjeu parce qu'après, il y a les notions d'arbitrage matière. Quand on sait que dans l'agroalimentaire, dans les métiers de la viande, le plus gros poste de dépense, dans le prix de revient, c'est la matière première. Elle dépasse les 50%, elle peut aller jusqu'à 70%. Si vous faites des mauvais choix d'affectation matière, alors que vous n'avez pas encore les commandes, vous tombez en dessous du seuil de rentabilité. Donc il y a un vrai savoir-faire dans l'industrie française avec ce flux tiré. Et ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est que on met les produits à disposition, on prédécoupe une partie, mais on n'affecte pas encore. Je parlais tout à l'heure des produits qui sont emballés, mais on remonte dans la chaîne pour être au plus fin des réglages et en réactivité en fonction de ce qui va descendre en commande et comment on va appeler le produit pour faire la bonne affectation. C'est vraiment un savoir-faire. Je crois qu'il est assez unique en France parce qu'on a atteint un niveau d'excellence dans la gestion des flux et notamment des flux tirés. Des flux tirés et des flux poussés, parce que la particularité de ce secteur, on l'oublie aussi, c'est que ça tire côté demande, mais quand la récolte est là, quand le légume est prêt à récolter, quand le fruit est mûr, c'est tout de suite et ça n'attend pas. Et en fait, ça c'est aussi, vous le parliez, en termes de contraintes multiniveaux, même on y reviendra sur le SNOP, c'est plusieurs boucles pour arriver à se dire, à la fois je vais prévoir ce que je vais vendre, mais ça a des impacts sur ma mise en culture qui est désynchronisée d'un an, voire d'un an et demi pour certaines cultures. Donc l'enjeu, c'est passionnant, c'est pour ça que... On n'est pas dans les mêmes échelles de temps, mais il faut planifier. Mais il faut effectivement arriver à planifier et en fait faire réconcilier tous ces systèmes avec des acteurs, et peut-être qu'on en parle après, et je vais trop vite, mais qui sur l'amont ne sont pas sur le même rythme temporel que les acteurs de l'aval et des supplies qui aujourd'hui n'intègrent pas encore assez finalement cette boucle amont. À mon sens, dans l'agroalimentaire. Cette gestion des équilibrages matières, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Vrai qu'il y a plusieurs horizons, vous le disiez. Il y a souvent un horizon, nous chez nos clients, un horizon imposé où finalement la camelote arrive. Donc ça peut être une collecte de lait, ça peut être des arrivages d'animaux, ça peut être un approvisionnement. Je citais notre client qui fait du pois ou de la chicorée. Voilà, la messe est dite sur le court terme et il faut faire avec et ça va pousser et il faut confronter ça aux prévisions et gérer finalement les pénuries et les excédents puisqu'il va y avoir... des composants en excédent, des composants en pénurie et des stratégies marché à mettre en face de ça. Et puis un horizon un peu plus long terme qu'on voit souvent au niveau du SNEP, au-delà de cet horizon imposé, où là on va être capable de dimensionner l'amont un peu plus. Voilà. Mais c'est un vrai sujet. Merci. Parmi les challenges, les contraintes, les défis qu'évoquait tout à l'heure Thomas, il y a la traçabilité qui est forcément primordial dans le domaine de l'agroalimentaire. Où en est-on aujourd'hui, Fabrice? Est-ce qu'on a le sentiment que tout a été fait pour assurer véritablement une traçabilité de bout en bout et pour reprendre le thème de l'émission, du champ à l'assiette? Alors, sur la traçabilité, il y a des exigences réglementaires déjà que tout industriel se doit de respecter. Et puis aussi, ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a une demande aussi du consommateur. Et on voit certains de nos clients... nous demander une traçabilité jusqu'au producteur. Par exemple, on a un client très connu en Bretagne pour fabriquer des chips. Dans les outils qu'on a mis en place avec le MES, on a la traçabilité quand on flash le paquet de chips, on sait quel producteur a produit la pomme de terre. Le retour consommateur était très positif. Donc on retrouve ce genre de... Ça va jusqu'à la parcelle, oui. Oui, vous scannez et vous avez la tête de l'agriculteur, quelle ferme, où c'est situé, parce qu'il y a forcément une approche aussi environnementale, de proximité. Et ça a été mis en place il y a maintenant un an et demi. Et le retour de l'industriel vis-à-vis de ses consommateurs est très positif sur ce genre de détails qui peuvent paraître... Alors, je doute pas qu'il y ait vraiment des expériences comme ça très, très réussies dans ce domaine-là, mais est-ce que c'est le cas pour toutes les sociétés? Est-ce qu'il y a encore des trous dans la raquette? Il y a encore des trous. Le chemin est très, très long. En fait, il y a quand même eu quelques crises il y a une crise de confiance quand même assez majeure. Il y a régulièrement des crises encore dans le secteur. Ça ne veut pas dire que le secteur est mauvais, loin de là, parce que c'est un mauvais procès qui lui est fait, mais ça reste, encore une fois, ce que vous citez, ça marche parce qu'on est sur de la pomme de terre et qu'on fait de la chips, mais dès lors qu'on a des processus plus complexes avec des matières qui viennent de différents horizons, la réconciliation, la capacité à remonter très rapidement, et on l'a vu dans le cadre de la crise du sésame,
c'est encore compliqué. Et après, il faut redescendre et savoir absolument tous les circuits dans lesquels c'est arrivé, ça redevient encore très compliqué. Et aujourd'hui, le secteur est professionnel sur ça. Mais si vous prenez l'ensemble de la chaîne jusqu'au client et que vous intégrez la restauration, par exemple, c'est encore très manuel, en fait, toutes ces recherches de traçabilité. Donc, les enjeux sont colossaux pour moi. Et cette traçabilité dynamique, elle n'existe pas du tout partout, parce qu'en plus, la question est de savoir c'est quoi le ROI. Oui, le consommateur est content, mais est-ce qu'il va scanner, combien de fois il va scanner le QR code? Est-ce que réellement ça l'intéresse au bout du bout de savoir le producteur? Et est-ce qu'il va acheter plus le produit? C'est quand même toute la question que se posent les industriels. C'est oui, mais c'est un outil marketing. Jusqu'où ça va? Voilà, c'est toujours cette question, en fait. Je pense que vous êtes d'accord. Il y a Thierry, ensuite... Alors, c'est intéressant parce que on parle de traçabilité avec une notion de sécurité alimentaire, de pouvoir faire des plans de rappel. C'est aussi la confiance que peut avoir le consommateur dans les produits qu'il va acheter. On est un des rares pays au monde où on consomme de la viande crue, le bœuf. Quand on mange du steak haché, que l'on cuit très peu, ou du steak tartare, c'est une viande crue. Il y a un vrai savoir-faire dans les industries alimentaires sur la traçabilité amont-aval. Dans certains pays anglo-saxons, on cuit tout, et comme ça, on ne s'occupe pas trop de la traçabilité. Et comme je dis, quand on consomme du produit cru, il faut que ce soit très rigoureux. La qualité des entreprises aujourd'hui agroalimentaires françaises dotées des outils de traçabilité, on pourrait considérer que c'est un exemple et qu'il y aurait des champs d'application par ailleurs. On en parlera après. Mais il y a un vrai savoir-faire dans cette industrie-là. Quand on prend le métier des viandes, notamment quand on démonte de la viande, on est dans des nomenclatures inverses de démontage. Il faut savoir, après, quand on va refaire les assemblages derrière, recréer toute cette chaîne de traçabilité des composants. Johan le connaît très bien également dans son métier. Il y a une particularité de l'industrie alimentaire française, c'est cette maîtrise. Alors je ne dis pas qu'elle est totale à 100%, mais en tout cas, elle est confrontée à une complexité, c'est de faire que, quand on regarde le paquet de chips, on retrouve la tête de l'agriculteur qui a planté les pommes de terre, mais il en va de même sur la barquette de viande. Et on doit surtout savoir que le produit, il est sain et il est C'est salubre. ça, c'est le côté rassurant que doit avoir le consommateur le point de départ, c'est quand même face celui-là. à cette offre-là de produits qui sont des produits sensibles, quand même. C'est des produits ultra sensibles et on doit juste... Yann. Ça doit être ça. Le réfrigérateur a augmenté de 5 à 6 ans l'expérience de vie des personnes. Il faut préciser. C'est-à-dire que le fait qu'on a inventé un outil qui permet de conserver au frais des aliments, ça a augmenté de 5 ans, 6 ans l'expérience de vie de l'humanité. Bon, première chose. Deuxième chose, les contraintes, c'est exactement pareil que la pharmaceutique. Tous les jours, vous prenez un médicament qui s'appelle votre nourriture. Vous êtes privé de nourriture, vous ne marchez pas, vous mourrez d'inanition. Donc, vous prenez un médicament qui s'appelle la nourriture. Donc, vous avez une exigence du marché qui est l'équivalent de celle de la pharmaceutique. Vous avalez tous les jours quelque chose qui va se transformer, qui constitue un élément constitutif de votre corps. Donc, la première chose, et je suis d'accord, c'est le terme salubrité. On attend que l'alimentation ait une traçabilité totale, ce genre de choses. Surtout dans un monde occidental tel que le nôtre, qui est de plus en plus hygiéniste, voilà, qui est culturel par rapport à ça, où globalement les gens, comme on a mis un focus, je rappellerai des déboires de Fadus par rapport à certaines markets, etc. Se choper. Moi personnellement, j'ai vécu en Afrique. Vous voyez, j'ai fait ces 3 semaines à l'hôpital parce que j'avais un problème d'amygdale. Voilà, très personnellement, parce que j'avais avalé quelque chose qui n'allait pas. Bon, je peux en parler tranquillement. Donc c'est vital, et donc le client demande à savoir exactement ce qu'il mange. Et comme il a une attente de santé actuellement, et je tiens à le préciser qu'on a quand même suffisamment autour de nous des gens qui sont sur Instagram, on voit des garçons musclés faire de la musculation, faire attention à leur corps. Bah, l'alimentation, c'est la base de ça. Et je pense que globalement, le marché, même les gens qui sont des PME, PMI, sont dans l'obligation de passer à ça. Johan, comment s'est intégrée cette dimension, cette obligation dans les outils informatiques? La traça, on en parle beaucoup. Alors, il y a les fonctionnalités, on va dire, emblématiques. Le plan de rappel, on en a parlé, qu'on fait nous aussi, bien entendu, pour très très vite remonter la chaîne. Voilà, les reports de traçabilité avec les liens dans tous les sens, etc. Nous, on voit le sujet un peu plus global dans un ensemble traçabilité-qualité. C'est-à-dire que ce que nous demandent nos clients, c'est de mettre vraiment sous contrôle les différentes étapes de la réception des matières avec des critères qualité que je contrôle la réception, voilà, des délais de quarantaine produits, la gestion des statuts qualité, toute cette finesse qualité tout au long du process pour vraiment maîtriser de bout en bout la chaîne de production. On nous demande aussi, en complément de la traça,
de gérer, de mettre sous clé les process qualité. Donc on va parler de gestion des non-conformités par exemple. Voilà, c'est tous ces éléments que nos industriels doivent rendre à leurs clients. Ça exige quand même une bonne coopération entre les différents acteurs. Bien sûr, bien sûr. Donc il y a vraiment un ensemble assez vaste de fonctionnalités. Nous, tous nos clients, pour travailler en GMS, il faut être certifié IFS, BRC et compagnie. Voilà. On a des clients qui ont des grands donneurs d'ordre. Moi, j'ai un client qui fait de la poudre d'œuf, donc vous imaginez la sensibilité du produit en question qui est audité par son client Ferrero très régulièrement. Donc, alors qu'il y a c'est une PME, hein, donc il y a un déséquilibre, si vous voulez, de rapport de force. Donc s'il n'a pas, à un moment donné, le process et l'outillage et la vérité dans son outil logiciel ou dans ses papiers, peu importe, ça devient très compliqué pour lui. C'est juste vital pour qu'il reste sur son marché, en fait. Voilà, nous, on a fait aussi des expériences, comme Fabrice citait, sur de traçat, je qualifierais de blockchain. Alors, il peut y avoir un côté un peu, effectivement, marketing. Nous, on voit une vague quand même. On voit une vague quand même sur ces éléments-là. On a un client là, de la région parisienne qui fait des produits pour l'apéro, les amandes, etc., qui a mené un projet de ce type-là avec la traçabilité de bout en bout, d'où vient mon amande, et puis quand mon consommateur flash, voilà, où sont les ingrédients. Et donc nous, on supporte ces demandes de nos clients qui sont des demandes de leurs consommateurs, évidemment. C'est-à-dire que s'il y a une demande dans le domaine de la blockchain, vous êtes en mesure de... Alors nous on ne fait pas de blockchain en tant que tel. Par contre, on a la chaîne de traçat de VIF, en l'occurrence, chez ces clients-là, elle est indispensable parce qu'elle fait le mapping entre... c'est la seule qui fasse le mapping entre les clients de notre client, enfin les GMS, et puis ses éleveurs. Donc nous, on fournit en général à des outils, souvent c'est des startups, hein, sur la partie blockchain, hein, la trace à vif si vous voulez, et puis eux ils encryptent, et puis la blockchain permet de sécuriser les écritures de traçabilité et de les répartir. Donc nous on vient en support de tout ça, on exporte nos écritures de traça finalement vers ces outils-là. Ouais. Thomas ? Oui, c'est ce que je voulais évoquer, c'est que, on a beaucoup parlé de traçabilité et du secteur de façon générale. En fait, et chaque maillon, chaque entreprise doit respecter la réglementation et les normes. Souvent, la difficulté, c'est la connexion entre chacun des maillons de la chaîne, quoi, et dans les échanges entre ces maillons de chaîne. Donc, pour moi, c'est là une vraie difficulté. Et avec la capacité, parce que parfois, cette traçabilité, elle est assurée, ou en tout cas, le suivi est parfois un peu manuel. Donc, d'être relativement réactif et connecté entre les différents maillons de la chaîne. Et justement, j'allais venir sur cette notion de connexion qui est souvent confiée à des tiers, finalement, Connecting Food ou Honest, qui proposent de s'adosser ou pas, d'ailleurs, à la blockchain. C'est un moyen, mais c'est pas le seul, qui sont intéressants et sur lequel il y a des nouvelles offres. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, un élément qui est un peu nouveau et qui permet de faire progresser le marché. Et pas que sur une notion marketing, hein. Il y a ça aussi, mais pas uniquement. Et dernier élément, c'est un peu anecdotique, mais l'IoT. L'IoT permet de récupérer de l'information temps réel sur où est situé mon produit, est-ce que j'ai eu des ouvertures de portes, est-ce que, donc nous on l'a fait sur différents... Ça c'est plutôt pour l'international, non ? Même pour l'Europe, savoir où sont mes produits, ou assurer ma chaîne du froid, tout simplement. Enfin, c'est le cas du médicament. Et donc, s'assurer qu'on a respecté la chaîne du froid pour des denrées qui sont hautement sensibles, non, c'est important et intéressant. Alors oui, effectivement, là aussi pour l'international, hein, où il y a des solutions qui sont proposées, enfin pour l'international, pour le overseas, mais ne serait-ce qu'en France ou en Europe, avoir des informations qui sont remontées grâce à des outils ou des objets connectés, c'est un élément important. Et de la même façon, c'est des éléments qui, au-delà des phénomènes de mode, ont de meilleures capacités et permettent d'alimenter les données et les outils qui agrègent l'information. De toute façon, il y a actuellement une évolution clairement de préservation de la data sur des clouds massifiés, dans des grands faiseurs de data, justement, pour alimenter cette partie-là. On a des demandes de plus en plus fréquentes, en tout cas sur la partie distribution. Il y a de l'information qui est portée par le composant. Ça peut être un colis, une pièce, derrière, avec déjà énormément de data qui sont affectées à ça. Et à chaque fois, il y a une notion de clé de primaire qui est l'identification. Et il faut, dans chaque partie de la chaîne, que ce soit en amont,
en intermédiaire, au niveau de l'entrepôt de distribution, voire le transporteur, qu'on puisse retrouver cette data en lecture. Et pour que ça puisse être conservé, ça veut dire que tous les systèmes d'information qui sont derrière sont capables de communiquer entre eux et d'être sur cette clé primaire et qu'on sache instantanément quel est le sourcing de la data. Et ça, il n'y a pas 36 solutions. Hein. C'est malheureux. On part vers une dématérialisation entre guillemets de la data sur des clones massifiés. C'est inéluctable. On va être obligé, je suis désolé, hein, mais on a beaucoup de choses à dire et j'avais encore pas mal de questions à vous poser. Ça fait 1 heure qu'on échange entre nous. C'est l'heure d'inviter donc nos internautes, nos spectateurs à poser des questions. Donc je m'adresse à Hervé qui va nous dire si nous avons beaucoup de questions en régie. Bonjour Jean-Philippe et bonjour à tous. Alors, durant les dernières décennies, le nombre de maillons de la supply chain du champ à l'assiette n'a fait qu'augmenter. Plus de ruptures de charges et de délais, plus de coûts, plus d'incertitudes. Comment envisagez-vous la complexité du réseau à l'avenir? Une simplification de la supply chain alimentaire est-elle possible? Alors, qui souhaite répondre? Je veux bien commencer, après compléter Vanessa. Thomas. Je ne crois pas que ça va se simplifier. Enfin, je n'ai pas de boule magique, mais ça me paraît quasi impossible quand vous voyez ne serait-ce que les ajouts de maillons consommateurs supplémentaires qui viennent faire que ce que je vous disais de manière schématique au début, GMS, RHD, export, mais en fait on rajoute des nouveaux acteurs. Quand vous voyez que les industriels eux-mêmes, et c'est tout à leur honneur, se lancent eux-mêmes dans la vente en direct avec des boutiques en propre, des sites en propre, donc se rajoute une complexité. Quand vous voyez aussi la complexité qu'il y a sur le secteur RHD avec le nombre de niveaux intermédiaires, moi je ne crois pas du tout que ça va se simplifier, au contraire. Ça va rendre nos sujets encore plus passionnants à l'avenir et l'interconnexion, comme vous le disiez, entre les différents maillons de la chaîne encore plus vitale. Donc il faut faire avec et se dire que ça n'est que le début, moi je crois. Oui. Et avec un peu de pondération, c'est les circuits courts, mais on sait les volumes que ça représente. C'est quand même une tendance qui existe, qui doit être encouragée, mais qui ne pourra pas répondre à l'ensemble de la demande. Donc c'est quelque chose qui doit s'instaurer, qui est un peu plus vertueux d'un point de vue impact environnemental. Néanmoins, ça ne pourra pas répondre à l'ensemble de la demande des consommateurs. De toute façon, le terme local a été inventé. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand on a une vue macroscopique des choses, ça se complexifie. Voilà. Maintenant, si on regarde spécifiquement quelque chose, effectivement, vous pouvez très bien avoir des circuits courts où le niveau d'intermédiaire est extrêmement faible entre les deux. Hein. Entre le paysan qui lui-même va sur son marché. Enfin, ça, c'est vieux comme Hérode. Hein, c'est quelque part le paysan qui va sur le marché qui vend ses produits. Hein. Très court. On va commencer à toucher aussi à la limite de ce qui peut être fait. Avec la notion de, tout à l'heure, vous disiez que l'offre pléthorique que l'on a avec le nombre de références, il existe depuis des années, mais il n'augmente plus maintenant. Il y a une sorte de stabilité, ou en tout cas une régulation à ce niveau-là, parce que augmenter encore le nombre de références multiplie la complexité, tout comme réduire le délai de livraison à partir de l'heure à laquelle on a envoyé les commandes, on ne va pas raccourcir le temps, on ne va pas remonter le temps. Il y avait Amazon qui avait fait du buzz il y a un petit peu moins de 10 ans en disant quand vous consultez nos produits sur notre site, la commande est déjà en cours de préparation alors que vous n'avez pas sélectionné. Il y a une limite temporelle qu'on ne pourra pas franchir. Donc on va réguler, et c'est vrai, mais on restera à un niveau haut quand même, parce que c'est le consommateur, s'il n'a pas son produit dans un magasin, il va le chercher ailleurs. Il y a quand même des expériences qui sont plus que des expériences, c'est la vraie vie ahurissante de gens qui, dans le quart d'heure, se font livrer des courses chez eux. Alors certes, on sait que ça s'est cassé la figure quand même. Hein, donc, certes, mais ça veut bien, Voilà. pas tous, et puis ça veut bien dire que là, il y a eu un coup de frein parce qu'on régule, mais je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Jusqu'à quand on pourra se le payer? Je ne sais pas jusqu'où on peut aller, je ne dis pas que c'est bien, mais en tout cas, pour répondre à la question, je ne crois pas que ça va nécessairement se simplifier. Non, mais c'est peut-être asymptotique quand même. Un éclairage face à la complexité de ces supply chains, on voit quand même des stratégies de collaboration de plus en plus se mettre en œuvre. On a un magnifique exemple d'un de nos clients au niveau du process SNOP, un client qui fait des gâteaux apéritifs en marque MDD en Vendée, et qui a travaillé avec un fournisseur stratégique d'emballage, qui est un fournisseur qui fabrique, vous savez, les boîtes de tuiles, là, qui pour lui est vital, quoi. Et ils avaient un défaut de synchronisation entre eux qui faisait que la croissance de notre client n'était pas suivie chez son fournisseur.
Et pour justement pallier à cette complexité finalement de supply chain étendue, ils ont mis en œuvre des stratégies au niveau du process SNOP de collaboration, de partage des plannings, qui est vertueuse, qui est donnant-donnant, qui a fait que notre client a pu être supporté par son fournisseur dans sa croissance fulgurante. Voilà. Donc ils vont développer d'ailleurs ce cas-là lors de Supply Chain Event. Je fais un peu de pub bientôt sur cette collaboration client-fournisseur qui est un vrai axe pour moi pour adresser aussi cette complexité qui, je suis d'accord avec vous, ne va pas disparaître à mon avis. C'est la démarche coopérative. Exactement. C'est l'Avril, la Grial, ce genre de choses. Fondamentalement, on fait des unifications pour avoir des moyens financiers plus importants, pour pouvoir avoir des outils qui sont en correspondance aux exigences du marché. Mais oui, il y a un symptotique, oui, non. Parce qu'à nouveau, c'est on est beaucoup sur la distribution, mais le vendeur, enfin le propriétaire d'un Leclerc, il s'adresse tout autant à sa centrale d'achat, qui a effectivement un scope limitatif de référence, parce que c'est l'outil qui limite un petit peu ce qu'il est capable de traiter, mais aussi s'adresser à son tissu local pour pouvoir s'approvisionner. Et donc, à l'échelle de Leclerc, c'est énormément de références, c'est plus de 100 000 références. Parce que chacun d'entre eux, en local, vont s'adresser à l'intérieur. Et donc, in fine, le nombre de références qui est traité est encore en augmentation. Et à nouveau, c'est qu'une question de point de vue entre est-ce que je suis au macro ou est-ce que je suis en local. Oui, en local, j'ai un nombre certain nombre de mètres linéaires que je suis capable d'exposer, donc ça limite le nombre de références. Mais in fine, le magasin d'à côté n'a pas la même chose, pas le même référentiel que le mien. Ce qui est intéressant de préciser, c'est qu'il y a des échanges entre magasins, quelquefois. C'est-à-dire que même cette partie-là, c'est-à-dire que même les réseaux de distribution deviennent dynamiques. Ils se connectent. Ils se connectent, Ils sont exactement. interconnectés, exactement. Et ça va même loin sur il y a la nutri-génomique, c'est-à-dire que les gens à terme vont se nourrir en fonction de leur propre génome. Enfin, si on projette des choses qui peuvent paraître un peu science-fiction aujourd'hui, quand on parle de personnalisation, vous parliez des sportifs, aujourd'hui les gens veulent aussi consommer des choses qui leur correspondent en termes de mode de vie. Enfin, donc, je suis d'accord avec vous, mais je ne crois pas que... J'aimerais moi aussi que ça se simplifie. Même dans le pet food, il y a des segmentations maintenant. Il y a en fonction des races, de chats, de chiens. Les races, etc. Enfin, c'est... Pardon, je t'ai interrompu, mais je partage le fait que le modèle industriel, on va dire, de l'industrie alimentaire et de la distribution alimentaire permet de passer l'essentiel des flux. Après, là où est-ce qu'on va aller chercher de la personnalisation, c'est effectivement sur des acteurs locaux, les différentes enseignes travaillent d'ailleurs, nous on le voit sur les plateformes logistiques qu'on équipe. Il y a, en fonction de la région où elle est située, il y a des références articles qui n'existent pas dans les autres plateformes. Des marques de bière, par exemple, il y a de la personnalisation pour se différencier par rapport aux autres enseignes. Donc oui, c'est par là que la croissance pourra se faire, par de la spécificité, non pas par le canal principal. Parce que le canal principal, il va commencer à bouchonner à un moment donné. On va prendre d'autres questions, Hervé. Alors, vous n'avez pas abordé l'intelligence artificielle dans les prévisions pour ce secteur. Est-elle utilisée et comment ? En fait, au départ, il y a des modèles statistiques, que ce soit en prévision, que ce soit en planification, en ordonnancement. L'IA, chez nous, vient compléter les modèles statistiques. En fait, la plupart du temps, on ne met pas de l'IA, mais on peut mettre de l'IA pour affiner nos modèles et déterminer quels sont les modèles qu'on utilise au quotidien qui sont le plus adaptés à un industriel. Et c'est en cela que l'IA apporte des réponses à nos modèles mathématiques. Mais ce n'est pas l'IA qui va tout faire. D'accord. Mais concrètement, donc, ça veut dire qu'elle va puiser l'IA dans une base de données voilà, et traiter... Alors, une IA, ça travaille forcément avec une base de données. Ça travaille sur... plus vous avez de données, plus l'IA est performante. Et ce que va faire l'IA, c'est qu'elle va analyser les modèles statistiques qu'on a utilisés pour tel produit ou tel type d'industriel. Et elle va dire, tiens, vous, en tant qu'industriel, vous utilisez le plus souvent ce modèle mathématique qui est le plus adapté à vous. Mais en fait, l'IA, elle vient compléter. D'accord. Pardon. On a écrit un livre blanc sur justement la planification, les outils APS et prévision et autres. Donc, il y a effectivement tout un tas d'outils qui intègrent de l'IA potentiellement dans l'analyse des données ou ce qu'ils proposent à leurs clients.
le marché de façon générale, alors on aura toujours un tas de belles histoires à raconter, hein, mais le marché de façon générale, déjà si on a un outil, c'est pas évident. Ensuite, si on a les données qu'elles sont propres, c'est pas évident. Et si on arrive à peu près à mettre un algorithme ou deux tout simple et basique, c'est déjà très bien. Donc je vais juste revenir pour dire ce qu'est le marché de façon générale. Le niveau de maturité sur la planification et l'exploitation de la prévision est relativement simple. C'est pas grave, ça permet déjà d'avoir pas mal d'informations, mais l'utilisation de l'IA pour enrichir vraiment et être encore plus intelligent dans la projection, il y a quelques cas, mais ça reste une petite majorité, une petite minorité. Je rappelle que dans 15 jours, on a eu une émission spéciale sur l'IA et la robotique. Hein, donc ceux qui sont intéressés. Il y a un mélange entre l'IA et Sylvain, le gestionnaire de stock. Non, mais c'est un peu ça, je suis d'accord. On parle de PME quand même, rappelons qu'on parle de 98% de PME, et on a parlé tout à l'heure qui ont parfois un prévisionniste qui ne fait pas forcément que ça. Bon, qui essaie de parler à son client, ce qu'on l'a pas évoqué, pour qui c'est pas non plus évident d'avoir 5 minutes à accorder à Sylvain. Donc il y a des vrais cas d'usage, c'est sûr. Après, je suis d'accord avec le panorama que vous faites et la maturité des entreprises en général. C'est toute la difficulté de ce sujet dont on sent que on est un peu en anticipation et qu'il faut être présent sur le sujet. Il faut le suivre de très près, ça va se démocratiser. Donc on est un peu en avance de phase, effectivement, je suis d'accord avec vous. Mais néanmoins, il y a des vrais cas d'usage sur les prévisions, notamment sur la partie promo. Chez Sedapta, on a de l'IA, mais le terme est galvaudé. Avant l'IA, on faisait des modèles statistiques, on faisait de l'ordonnancement, on faisait de la C'est des systèmes experts. C'est des systèmes experts, oui, c'est ça. Et les clients qui veulent utiliser l'IA, on les compte sur les doigts d'une main. Et pour l'instant, c'est plutôt une aide, une aide à la décision qu'autre chose, pour l'instant. On l'intègre chez nous dans le groupe FIV au niveau plus opérationnel sur de l'analyse de data, notamment on a une société qui s'appelle, une filiale qui s'appelle FIV Cortex, qui gère des datas importantes dans les solutions de maintenance pour l'industrie ou les différents secteurs de l'intralogistique. Et ils commencent à mettre de l'IA justement pour faire le tri dans les données sur des sujets très précis. On le met également dans des calculs complexes quand on fait la gestion des flux compliqués avec des formats de contenants très hétérogènes. On commence à intégrer de l'IA justement pour accélérer les temps de calcul parce que sur les machines que l'on met, on arrive à ce que le temps de calcul est plus long que le temps de fabrication avec les robots. Et donc, on cherche à trouver justement comment accélérer en mettant des algorithmes qui vont segmenter un petit peu la nature, basés sur des bases de données, sur une historisation, pour aller plus rapidement droit au but. Voilà, c'est sur des applications très précises, opérationnelles. On va prendre une dernière question. Qu'en est-il des aspects liés à l'environnement, le développement durable ou la décarbonation dans le secteur agroalimentaire ? Voilà, ça fait partie aussi des questions que j'avais l'intention de poser, donc merci. On parlait d'augmentation des références, ça fait partie de ça. C'est-à-dire que vous avez un ancien monde, une évolution vers un nouveau monde, et avec des plaques de chevauchement. C'est-à-dire que vous avez certains produits qui étaient notamment on parle des packaging là-dessus, notamment il y a des grands efforts faits par les industriels pour rendre les choses plus légères, avec une approche plus durable par rapport à ça. Mais il y a encore un mix des deux mondes, et avec l'apparition de ça, et quelque part, sur les chaînes logistiques, ça apporte des difficultés aussi. Parce que vous remplacez un standard qui est un bon vieux colis, si vous préférez, par une barquette où il y a moins de consommation de matières premières, mais fondamentalement qui est plus difficile à manipuler, si vous préférez. Et vous avez encore ces deux mondes qui sont encore présents. En tout cas, quoi qu'il arrive, l'agroalimentaire, le législateur pousse à ça. L'éco-score en janvier 2024. Voilà. Le législateur pousse à ça très très fortement, et donc ils y vont. Mais ils y vont un peu de façon un petit peu disparate et avec quelque part des complexités parce qu'on change les us et coutumes. Les us et coutumes, c'est aussi les outils utilisés pour traiter l'ancien monde, on va dire ça comme ça. Et donc qui apportent quelque chose de nouveau. D'ailleurs, pour rebondir, et c'était une des questions que vous aviez posées tout à l'heure, Jean-Philippe, c'est qu'il y a effectivement, on va vers des outils, en tout cas sur l'automatisation, qui peut être d'accord là-dessus, c'est qu'on va de plus en plus vers des outils qui ont pour vocation d'être
théoriquement plus flexibles qu'avant, plus modulables qu'avant, qui sont plus configurables qu'avant, justement en raison de cette évolution du législateur par rapport à ça. Thierry ? Ce qu'on voit aujourd'hui dans le secteur industriel, les volumes de produits n'augmentent pas forcément. On ne consomme pas plus aujourd'hui. Par contre, la quantité d'emballage générée, le poids des unités de vente consommateurs diminue. Aujourd'hui, il y a plus, comme disait Coluche, l'artichaut est l'aliment idéal, puisqu'il y a plus après avoir mangé dans l'assiette. On se retrouve un peu dans cette situation où, quand on fait le tri sélectif, la quantité d'emballage que l'on retrouve est beaucoup plus importante que ce qu'on avait au départ. Alors, comment régler ce problème-là ? Il y a effectivement, il y a Leclerc qui a mis en place le fait de ne plus avoir de sacs plastiques, il y a des sacs papier, c'est très bien, parce que ça, on a moins de plastique qui se balade. Mais moi, je ne mesure pas le fait que l'amélioration sur la réduction des emballages. Ça va être de pire en pire, puisque avant, on achetait le pot de confiture d'1 kilo parce que les familles étaient un peu plus nombreuses et on avait un emballage. Aujourd'hui, on a des petits emballages, des petits échantillonnages partout, on ne sait plus quoi en faire. Il y a eu des initiatives de produits en vrac comme ça qui ont été lancés dans la grande distribution. Il y a même des enseignes maintenant spécialisées. Ça commence. Ça bouge quand même beaucoup. Et le législateur va vraiment aider. Moi, je crois beaucoup. Il y a l'éco-score qui arrive en janvier. L'agroalimentaire et le textile sont les deux secteurs qui vont tester le dispositif. Enfin, je crois... Les industriels travaillent énormément sur la question. Les gens, il y a une prise de conscience. On voit les gens venir avec leur sac tissu à la boulangerie plutôt que de repartir avec un emballage papier. Pareil sur les légumes, dans les magasins, ils viennent avec leur propre emballage pour éviter de régénérer de l'emballage. Il y a quand même une volonté, mais c'est pas si simple que ça, parce qu'on est dans l'échantillonnage. C'est un bouleversement complet de l'ensemble d'une chaîne et d'un secteur d'activité. Donc il y a une volonté, je pense, des consommateurs, il y a une volonté du législateur, il y a une volonté des industriels, mais ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Donc il faut qu'il y ait tout ça qui se coordonne, il faut qu'il y ait une pression réglementaire, parce que sinon ça ne se fera pas. C'est pas parce que les consommateurs veulent changer un peu. En fait, on voit que c'est un peu schizophrénique. Ils ont envie de changer, mais en fait, ils continuent à consommer de la même façon. Donc il faut qu'il y ait une contrainte du législateur et que les industriels, effectivement, aient les moyens, investissent et proposent. On n'a pas le choix. Il faut qu'on soit plus économe de l'environnement. Et donc, c'est de l'emballage, c'est des modes de consommation, c'est de changer, peut-être consommer un peu moins de viande ou différemment. Enfin, tout ça, mais c'est un bouleversement de la société dans son intégralité. Et le secteur de l'agroalimentaire doit y contribuer. C'est initié. Il y a plein de tentatives qui n'ont pas toujours trouvé leur modèle économique, mais le renchérissement de certaines matières premières va peut-être faire passer des points de bascule. C'est ça aussi qui peut être intéressant. Qu'on peut donner aussi sur cet aspect RSE chez tous nos clients, un éclairage naturel, c'est le concours de tous les processus d'anticipation et d'exécution dont on a parlé dans cette session, qui naturellement tendent les flux et réduisent le gaspillage. Je veux dire, une bonne chaîne d'anticipation va réduire, chez nos clients frais notamment, auxquels je pense particulièrement, les taux de dégagement, qui est un des indicateurs clés qui vont piloter. Dégagement, ça veut dire soit je détruis, soit je refourgue la marchandise à des canaux de distribution dégradés. Tout ça, c'est du gaspillage. Et donc, quand on parle de niveau de stock, par exemple, et sur les stocks de gel, par exemple, les gens qui font des produits surgelés, et l'énergie qui va avec, naturellement, les outils d'anticipation dont on a parlé, prévision, SNOP, planif, etc., et aussi les outils d'exécution dont vous avez parlé, messieurs, sur l'accélération des flux, évitent ce gaspillage et permettent de tendre les flux et de concourir à ces aspects RSE. Pour compléter, Yann, nous aussi, on le voit, même on a un outil de TMS où les clients nous demandent d'optimiser, de prendre le paramètre environnemental dans la gestion de la chaîne de transport. Donc des véhicules mieux remplis, des véhicules mieux remplis, ou des choix de type de transport, de transportation. Ça peut être soit du train, soit du bateau, soit... les industriels sont vraiment sensibilisés à ça. Merci, ça sera le mot de la fin. Merci pour ce débat de grande qualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Et nous vous donnons rendez-vous, pas mercredi prochain, mais l'autre mercredi, pour un mercredi de la supply chain consacré justement à l'intelligence artificielle et à la robotique. Merci. À très bientôt. Merci à vous. Merci.